RCN. Le son de la différence. Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Dialectique. Alors aujourd'hui, dans Dialectique, on va s'intéresser à un sujet qui parfois est clivant. Le sujet du référendum d'initiative citoyenne, autrement dit le RIC. Nous allons essayer de mettre la lumière aujourd'hui sur la citoyenneté et sur le RIC. Et pour ce faire, j'ai l'honneur, le plaisir de recevoir autour de cette table Denis Crolotte, qui est représentant du MAN Nancy. Denis, comment allez-vous ? Bonjour, ça va. Oui, MAN, c'est Mouvement pour une alternative non violente. Exactement, vous faites bien de le préciser. Et à ma gauche, il y a Paul Mattard, qui est étudiant à Sciences Politiques Paris et qui est aussi adhérent Les Républicains. Paul, comment allez-vous ? Bonjour, merci de me recevoir, je vais très bien et je suis ravi de pouvoir échanger à ce sujet aujourd'hui. C'est un plaisir de vous recevoir aussi pour la première fois sur les antennes c'est une première pour moi également. de RCN. Bienvenue chez RCN. Et nous allons être rejoints d'ici quelques minutes par voie téléphonique par monsieur Raoul Magny-Berton, qui est professeur à Sciences Politiques et qui est à Sciences Po Grenoble, et qui est plus spécialisé dans le domaine des politiques. Alors Raoul Magny-Berton a écrit il y a 3 ans de cela avec Clara Heger un livre qui s'appelle RIC, le référendum d'initiative citoyenne expliqué à tous, au cœur de la démocratie directe. Nous allons y revenir au cours de cette émission, mais d'abord pour débuter cette émission, je suis allé rencontrer quelques Nancéens dans la rue et je leur ai posé 2 questions. La première étant qu'est-ce qu'était pour eux, selon eux, leur définition de la citoyenneté, et la deuxième question, je leur ai demandé si simplement ils avaient déjà entendu parler du RIC, et on écoute ça tout de suite sur RCN 90.7. Pour moi, la citoyenneté, c'est répondre de ses devoirs, le respect en fait surtout des autres. Enfin, moi je sais qu'on m'a éduquée avec cette phrase-là qui était ta liberté s'arrête là où celle des autres commence. Et du coup, je pense que c'est ça, c'est le respect d'autrui, des lieux publics, et oui, répondre de ses devoirs aussi bien politiques que sociaux. La citoyenneté, c'est adhérer à des valeurs de la nation où on vit, voilà, et respecter les lois, savoir qu'on a des droits et des devoirs, vivre ensemble en respectant l'autre, et voilà. C'est d'avoir un comportement qui aide à tout le monde sans nuire aux autres. C'est quelque chose d'assez démocratique qui pourrait peut-être être plus démocratisé dans notre société et qui l'est pas du tout pour le coup, mais moi je suis plutôt pour. Après ça dépend de la question, ça dépend de plein de choses, mais on devrait peut-être plus le mettre, mais je pense pas que les politiques actuelles vont le mettre en tout cas. Ça m'étonnerait en tout cas. Faire partie d'une société dans laquelle on évolue tous ensemble, on répond à des règles, à des lois en fait. Finalement, on répond tous à la même chose et que on avance ensemble. Puis être citoyen aussi, c'est faire pour les autres, des associations ou des choses, faire partie de la vie en collectivité dans la société. Je pense que c'est ça, être citoyen français, du moins. Le fait d'être citoyen, c'est participer à la vie de la société, participer à la vie de la cité. Alors il y a le vote, il y a toutes ces choses-là, il y a aussi faire partie d'une assoce pour vraiment faire évoluer les choses, ou comme pour moi, être aussi dans le travail qu'on effectue et qu'on fait, c'est aussi faire en sorte d'améliorer les choses pour les gens pour lesquels on travaille, ou des choses comme ça. Être intégré dans la société et y participer par son travail, par son investissement, sa motivation à travailler pour les autres ou à faire pour les autres. Ou citoyen, c'est faire partie d'un groupe, d'un pays, en l'occurrence la France. Et on est citoyen parce qu'on sait vivre ensemble aussi. Si je me trompe pas, c'était j'en ai entendu parler pour la première fois pendant les manifestations des Gilets jaunes. C'est le référendum d'intérêt commun ou un truc comme ça. Je sais plus si c'est vraiment ça, mais ouais, j'en ai entendu parler sur des choses qui sont
Qui peuvent être intéressantes parce que c'est donner la parole justement aux citoyens et au peuple, entre guillemets, de manière... c'est pas péjoratif quand je dis le peuple, c'est vraiment nous qui faisons la société, hein, c'est le peuple qui fait la société, donc c'est donner la parole au peuple sur des choses qui le touchent particulièrement. Notamment par exemple en ce moment... alors, outre les problèmes de laïcité, etc., qui sont très graves, mais il y a aussi les problèmes de pouvoir d'achat, l'essence, et c'était parti comme ça, hein, Loïc. Donc il y avait des choses là-dessus, sur l'essence, sur tout ce qui nous touche au quotidien et qui fait que notre vie de citoyen, justement, elle peut être impactée par tout ça. Et elle peut être dégradée par tout ça. Donc ouais, je connais le truc, ouais. S'il y a des référendums de ce type-là, je sais qu'il y en a déjà eu, où ils en ont mis en place. Je ne sais pas si ça a une reconnaissance légale encore aujourd'hui, mais en tous les cas, ça peut être intéressant. Et s'il y en a, j'y participerai volontiers. 13h, 14h, Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. On est sur RCN 90.7 et aujourd'hui, nous allons parler donc de la citoyenneté et du RIC. On vient d'entendre l'avis de quelques Nancéens sur leur notion par rapport à la citoyenneté et par rapport au RIC. Donc je vais pas vous cacher que le RIC n'est pas connu par tous et c'est bien pour cela que nous allons en parler aujourd'hui. Alors on a été rejoint entre-temps par donc Raoul Magny-Berton, professeur de sciences politiques à Sciences Po Grenoble. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci. C'est un plaisir de vous avoir à l'antenne aujourd'hui. Alors, quelques réactions déjà sur le plateau par rapport à ce qu'on vient d'entendre sur ces notions de citoyenneté. Vous, quelle est votre définition de la citoyenneté, Denis Crolotte ? Au niveau du mouvement pour une alternative non violente, on a une définition, j'allais dire large de la citoyenneté. D'ailleurs, on fait sur votre antenne une émission qui s'appelle Citoyens de demain, où on parle des enjeux autour de l'écologie, de l'alternative au capitalisme, d'éléments autour aussi de réinventer la démocratie, parce qu'on a un vrai problème. On a une démocratie qui est faible. On a des gens qui racontent tout et n'importe quoi sur des grandes antennes de type CNews ou Europe 1 maintenant que ça appartient à Bolloré. On a une concentration de l'information qui nuit à la réalité de la démocratie et à son éclairage par les citoyens. Et puis on a des gens qui votent plus. Et donc ça pose un vrai problème. Et donc pour nous, la citoyenneté doit être à réinventer, c'est-à-dire construire sur les bases qu'on a connues à partir de 1789, mais aussi réinventer la démocratie parce qu'elle va mal, notre démocratie. Sur ces questions de désengagement par rapport à l'élection, nous avons fait ici même une émission il y a 2 semaines. On va y revenir au cours de cette émission aussi. Mais tout d'abord, Paul Mattard, votre définition de la citoyenneté. Je pense qu'on pourrait tous s'accorder sur une définition assez consensuelle de la citoyenneté, à savoir le respect par chacun des droits et devoirs qui lui incombent. Mais je voudrais ajouter que, et c'est une définition qui me paraît assez évidente, mais je voudrais ajouter qu'aujourd'hui, à l'heure où le débat se radicalise, je voudrais ajouter que la citoyenneté, ça consiste aussi au respect de certaines valeurs démocratiques. Et moi, en tant qu'étudiant à Sciences Po Paris, et je peux vous en témoigner parce que je l'ai vécu personnellement, on observe des phénomènes aujourd'hui de cancel culture, de mouvements radicaux qui aujourd'hui voudraient, au nom de certaines valeurs généralement de gauche, s'opposer à la libre expression de chacun. Et c'est souvent les personnes qui se revendiquent le plus de la démocratie participative, ou en tout cas d'une plus grande participation, d'une plus grande inclusion du corps électoral dans les décisions, qui en même temps sont les premiers à vouloir censurer ceux qu'ils estiment trop radicalement opposés à leurs convictions. Cela étant dit, je pense que ça reste le fait d'une minorité, et je pense que finalement définir la citoyenneté aujourd'hui, c'est s'accorder sur la capacité de tous à pouvoir s'exprimer, à pouvoir participer à la vie politique comme ils l'entendent, sans entrave, et bien sûr, ça implique également donc de se sentir concerné par les enjeux politiques d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit les phénomènes abstentionnistes, on peut s'en inquiéter. Moi, je vais vous dire, je fais partie d'une génération qui est entrée dans l'âge adulte à l'heure des grands bouleversements, avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, avec le vote en faveur du Brexit au Royaume-Uni, avec ce qu'on va appeler, ce que certains appellent la montée des populismes partout en Europe. Et
j'ai vu, et même on a pu tous témoigner de manière beaucoup plus directe et instinctive de ça en France, avec le mouvement des Gilets jaunes, qui a montré qu'il y avait effectivement de vraies fractures démocratiques, qu'une partie de la population se sentait, sinon rejetée, en tout cas exclue du débat démocratique, et donc je peux comprendre effectivement qu'il y ait des aspirations à plus de démocratie directe, à plus de démocratie locale. Cela étant dit, je pense qu'il y a aussi des grandes limites institutionnelles à tous ces dispositifs, et donc je vais essayer de revenir de toute façon, de monsieur. Tout au long de l'émission, on va parler de ça, parce que vous êtes plutôt opposé au RIC. Le RIC en tant que tel, j'y suis personnellement, oui, effectivement opposé. Cela étant dit, je pense qu'il y a des solutions intermédiaires qu'on pourrait mettre en place et qui ont d'ailleurs déjà été mises en place et qui mériteraient d'être creusées. Vous aurez le temps de développer votre propos au long de cette émission. Merci. Juste donner la parole à Raoul Magny-Berton, votre définition de la citoyenneté. Oui, je vais faire très simple. Moi, j'ai tendance à dire un citoyen, c'est quelqu'un qui a des droits. Alors, évidemment, plus le système est autocratique, et moins les gens ont des droits, et plus il est démocratique, plus ils ont des droits. Quand je dis les droits, ça veut dire les droits les mêmes pour tout le monde. Alors, je fais le lien justement avec le sujet de jour, même si on va en parler plus tard. C'est que quand on parle de RIC, en fait, on n'est pas en train de parler d'innovation démocratique, on est en train de parler justement de droits de base, c'est-à-dire qui a le droit de proposer des lois et qui a le droit de valider des propositions ou non. Ça, c'est le RIC englobe ces deux droits que actuellement nous n'avons pas. Donc en fait, l'idée c'est aller toujours plus loin dans l'attribution des droits, ça veut dire aller dans la direction de rendre nos demi-citoyens des citoyens pleins, des super citoyens. Alors, parce que vous parlez en termes de demi-citoyens, c'est-à-dire? Demi-citoyens, ça veut dire, vous voyez, quand on analyse les différents régimes politiques, le niveau de démocratie, comme vous le voyez, du point de vue du nombre de droits que les citoyens ont, c'est quelque chose de... il n'y a pas les démocraties et les non-démocraties, c'est quelque chose de progressif. C'est-à-dire, nous avons le droit de nous présenter aux élections, de voter, de manifester, de fonder une association. Et ça, c'est des droits très importants. Et moins on en a de cela, et plus on va vers un système autoritaire. Mais il y a plus de droits, certains droits qu'on n'a pas, alors que d'autres personnes, d'autres citoyens ont, nos voisins suisses, les Allemands, etc., qui consistent à initier des lois. Aujourd'hui, nous avons des représentants en France, des députés, qui représentent au mieux, si tout le monde votait, 80 000 citoyens. Eux, ils ont le droit d'initier une loi, mais 80 000 citoyens, ils n'ont pas le droit. Vous voyez, c'est quand même un manque en termes simplement de droits, ce qu'on a le droit de faire ou non. Donc il faut comprendre dans la revendication du RIC simplement une revendication de droits civiques, avoir plus de droits. Denis Corlotte ? Oui, je suis d'accord avec la personne qui est au téléphone là. Oui. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est juste un outil. C'est-à-dire que c'est sorti à un moment de revendication autour des gilets jaunes. Et pour moi, ça va de soi. Il faut le référendum d'initiative citoyenne. Pourquoi ? Parce que notre démocratie, j'allais dire représentative, elle est à bout de souffle. Et il y a un vrai enjeu qui est de mieux inclure les citoyens dans les débats autour des grands enjeux et qui soient en capacité de faire des choix. Le gouvernement a fait un petit bout de chemin qu'il a regretté après, et c'est très dommage, sur la Convention citoyenne pour le climat. Ça aurait pu être quelque chose qui débouche sur des propositions de loi, c'est-à-dire intégrer des citoyens dans une forme d'expertise technique, parce que maintenant les choix sont de plus en plus techniques. Je travaille sur des questions au niveau de l'écologie, par exemple, sur des questions autour de la justice sociale. On arrive à des niveaux de technicité et d'expertise qui sont importantes pour faire des choix. Mais c'est pas parce que ça demande à être très technique et avec des éléments d'expertise que les citoyens n'y ont pas droit.
Prenons l'exemple, c'est un argument qui revient parfois chez les personnes opposées au RIC, c'est l'argument de dire qu'il faut peut-être une certaine compétence pour initier les lois, pour les voter. C'est peut-être le sens de votre pensée, Paul Mattard. C'est en partie le sens de mon pensée. Non pas que je considère que le peuple devrait être exclu, évidemment, des questions les plus complexes, mais je pense qu'une démocratie éclairée est avant tout conditionnée par une information qui est réellement claire, sûre et stable. Il y a un risque, effectivement, avec le développement un peu radical du référendum d'initiative citoyenne, qui est une multiplication d'organisations de référendums qui soient poussées par des minorités très radicales et qui pourraient faire avancer régulièrement des sujets qui seraient amenés de manière hystérisée, alors que les votants ne seraient pas forcément les plus éclairés sur la question. Quel type de sujet, par exemple? Bon, c'est un sujet qui est un peu controversé, c'est évidemment pas l'objet de cette émission, mais je vais prendre l'exemple de la chasse, par exemple. Il se trouve que les Français, et ça a été relié par de nombreuses études d'opinion, ont un a priori plutôt négatif sur la chasse. Même assez négatif. D'ailleurs, il y avait un sondage qui avait été fait, il me semble, je peux me tromper, mais il me semble que c'était ça. Si un référendum avait été organisé sur l'interdiction de la chasse, il aurait été victorieux. Moi, je pense que la chasse est une question qui est beaucoup plus complexe que les gens le pensent, et il y avait un autre sondage qui avait été fait et qui montre qu'une fois que les personnes avaient été informées sur la pratique de la chasse, leur avis avait largement évolué et ils avaient pu finalement nuancer leurs propos et ils devenaient beaucoup moins opposés à la chasse. Et je crains, moi, avec l'organisation régulière de RIC, puisque ce serait l'aboutissement finalement de ce dispositif, d'une part une instabilité institutionnelle, puisque on pourrait faire et défaire des lois de manière régulière, de sorte que finalement la mise en œuvre des politiques publiques ne serait plus stable et ne serait plus efficiente, alors que c'est quand même un des objectifs de la démocratie, c'est de pouvoir appliquer concrètement la volonté populaire, mais de manière efficace pour qu'on puisse réellement servir le droit commun. Qu'est-ce que vous appelez efficace? Efficace, c'est pouvoir mettre en œuvre une politique publique de manière stable, de manière rapide, de manière à ce que ça réponde réellement aux besoins des gens. Si on organise un référendum tous les 4 matins, il y a un risque, effectivement, que les lois soient faites et défaites et que finalement on n'avance pas concrètement. Combien même les débats seraient sans doute passionnants. Et donc, pour revenir à ce que je voulais dire, je pense que donc je vous ai cité l'exemple de la chasse, mais je pense qu'il y aurait un ensemble de sujets qui seraient amenés par des minorités très radicales qui hystériseraient le débat, alors que la population, j'en suis certain, mériterait d'être informée de manière réelle et certaine, et serait ravie, je pense, de nuancer son propos et donc de faire avancer des projets de loi de manière beaucoup plus constructive. Raoul Magny-Berton. Bon, donc il y a plusieurs choses. Déjà, j'aurais tendance à dire avant tout que le RIC, il faut pas du tout l'associer aux assemblées tirées au sort. Ça, c'est la première chose importante. C'est pas que les assemblées tirées au sort, c'est mal, hein, c'est juste autre chose. Le RIC, il y a personne qui est tiré au sort et il y a chaque citoyen qui, à tout moment, il peut initier un changement de loi. Il doit récolter un certain nombre de signatures et quand ces signatures sont récoltées, automatiquement, un référendum a lieu. Ça, c'est le RIC. Ce qui veut dire que la discussion se fait dans les rues, dans les bars, parce que quand il y a un référendum qui est posé, tout le monde parle de ça. Ensuite, si on veut discuter des mérites ou des démérites du RIC, la première chose qu'il faut faire, c'est ne pas se fier à ses propres peurs, à ses intuitions personnelles, des choses comme ça. Mais il faut se fier au fait que, heureusement, le RIC existe, c'est-à-dire nous sommes en retard. Évidemment, il existe sous une forme très forte en Suisse, en Uruguay, en Californie, en Oregon, et depuis 100 ans, mais il existe aussi d'une manière plus faible en Allemagne, en Italie, etc. Donc on va prendre la forme la plus forte, qui est la plus intéressante, et nous avons un pays voisin qui l'a, c'est la Suisse. La première question qui se pose est-ce que ces pays qui ont le RIC sont instables? Réponse, ils sont beaucoup plus stables que la France. Pourquoi? Parce que, évidemment, premièrement, le RIC, comme produit des décisions majoritaires par référendum, et les gens ne changent pas d'avis tant que ça, ben, les politiques restent relativement stables. Et en plus, comme il y a la menace du référendum, les politiques eux-mêmes sont très inclusifs pour éviter d'avoir un référendum qui défait leurs décisions. Ils négocient beaucoup plus dans la société civile. Ce qui fait que la Suisse est devenue un pays très consensuel. C'est pas parce que les Suisses sont consensuels, attention. Parce qu'avant d'avoir le RIC, ils étaient des bagarreurs, ils rentraient dans le Parlement avec les fourches. Ils sont consensuels parce que ils ont eu le RIC. Nous, en revanche, on l'est pas. Nous, on a du radicalisme, on a de l'exagération, on a de l'irresponsabilité, tout ça parce que parler
tout ce qu'on peut faire, c'est parler. Donc c'est pour ça les gens hystérisent les débats. C'est pas le cas en Suisse. Donc politique stable, discours posé parce que aussi, vous voyez, quand il y a des référendums souvent, vous savez que aujourd'hui vous serez mon ennemi, vous votez différemment que moi, mais demain vous serez mon ami, vous voterez pareil. Ce qui fait que, en réalité, le respect des opinions minoritaires est beaucoup plus fort. Parce que on se met à discuter du sujet. Et sujet par sujet, pas en général, l'idéologie, des choses comme il arrive chez nous aux élections présidentielles notamment, où évidemment tout est tellement vague qu'on finit par devenir des tifosi en fait, donc, au lieu de discuter de chaque sujet. Donc j'incite, alors pardon, j'ai pas retenu les prénoms, mais il y a monsieur donc Paul Mattard qui est donc étudiant à Sciences Po et affilié aux Républicains, et il y a monsieur Denis Crolotte, donc représentant du mouvement pour une alternative non violente à Nancy. Très bien, alors merci, et je me permets de vous appeler monsieur Paul, donc. Oui. Monsieur Paul, vos objections au RIC sont juste erronées quand on va voir ailleurs qu'en France. Donc ça, c'est très important d'aller voir comment ça se passe pour s'en rendre compte. Il faut voir aussi que le RIC étant, comme je disais, une extension des droits individuels, il fait face aux mêmes objections qu'on a eues lorsqu'on a voulu étendre le suffrage aux pauvres, par exemple. Là aussi, on disait les mêmes choses. Ça sera plus instable, les minorités vont être opprimées, les débats vont être hystérisés. Les mêmes objections, on les connaissait déjà à l'époque. Et il se trouve qu'elles se sont avérées fausses. Donc, il faut faire très attention là-dessus parce que lorsque les personnes demandent d'avoir plus de droits, normalement, dans une démocratie, il faut leur donner. Ça veut dire qu'ils sont prêts. Et ensuite, bien sûr, il faut faire une étude d'impact en regardant ailleurs comment ça se passe. Et là, on s'apercevra assez vite que ça se passe bien ailleurs. Ça se passe même mieux. C'est-à-dire, même quand on analyse les études statistiques sur les pratiques du RIC, on voit cet effet de paix sociale qui s'installe, une plus grande prospérité et surtout une dette publique moindre. Ça, c'est un des effets majeurs du RIC. Donc voilà, ça c'est important d'aller voir, quoi. Alors on va développer ces propos-là concernant les effets du RIC. Juste avant, je me permets de nous octroyer une petite pause musicale. On va écouter un morceau qui n'est pas anodin, un morceau de Jean-François Berger qui s'appelle tout simplement Citoyen de l'univers sur RCN 90.7. Le ciel autour de moi, à travers le hublot, je regarde la terre en bas, les lions cherchent de l'eau. Et l'on descend déjà, nous arrivons bientôt. Il n'y a plus de frontières et moi j'entends monter l'écho des rivières, du désert et de la pluie, de mes frères qui m'appellent par ici. Et tourne le monde, viens je t'emmène avec moi. La terre est si ronde, on ira où tu voudras. Les couleurs se confondent, la planète est bleue sur les deux hémisphères. Quand on est citoyen de l'univers. Ce soir près du village, nous quitterons les rues. Nous ferons du feu sur la plage, nous danserons pieds nus. Au fil de mes voyages, j'ai gardé ma guitare. Mais les chansons, je les partage pour larguer mes amarres. Et tourne le monde, viens je t'emmène avec moi. La terre est si ronde, on ira où tu voudras. Les couleurs se confondent, la planète est bleue sur les deux hémisphères. Quand on est citoyen de l'univers. Citoyen de l'univers. Jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN.
Et on est sur RCN 90.7 en direct avec Raoul Magny-Berton, professeur de sciences politiques à Sciences Po Grenoble, avec Denis Crolotte, représentant du MAN à Nancy, et Paul Matard, étudiant à Sciences Po, affilié Les Républicains. Il y a aussi dans l'actualité le mot citoyen qui revient assez souvent, un peu plus récemment au détour d'une citation de notre cher président, qui a défini qu'un irresponsable n'est plus un citoyen. Qu'en pensez-vous ? Pour moi, on vit 3 crises. Une crise de la liberté d'expression, une crise du dialogue social, c'est-à-dire qu'on ne se parle plus, on ne s'entend plus, mais aussi et surtout une crise de confiance vis-à-vis du personnel politique. Et là, Emmanuel Macron, quand il désigne les bons et les mauvais citoyens, il fait une erreur politique grave, on peut presque dire une faute morale. C'est même pas bon et mauvais citoyen, c'est retirer la citoyenneté. C'est-à-dire que quand t'es mauvais citoyen, on te retire la citoyenneté. Ça, c'est terrible, parce que ce qui fait le lien social, c'est la citoyenneté. C'est le fait qu'on a les mêmes droits et les mêmes devoirs, parce que c'est ça, citoyen. Et avec la crise écologique, ça, j'y tiens. Avec la question du réchauffement climatique, la question du droit et des devoirs, et la question des choix politiques qui vont être nécessaires pour absorber la crise écologique, ça va devenir absolument fondamental. Donc on aura besoin de liberté d'expression, on aura besoin de débat, on aura besoin d'être expert pour arriver à faire des choix. Et ça, le référendum d'initiative citoyenne, pour moi, c'est un moyen. C'est un moyen de rétablir quelque chose de l'ordre du réenchantement de la démocratie, parce que pour l'instant, notre démocratie, elle est désenchantée, quoi. On allait parler des effets, justement. Quels sont ces effets, selon vous ? Pour moi, le référendum d'initiative citoyenne et, j'allais dire, tous les outils qui peuvent aider à réimpliquer les citoyens dans des décisions qui les concernent, sont destinés à refonder notre démocratie, à la rendre désirable, j'allais dire. Et je trouve que c'est intéressant, votre intervenant au téléphone qui parlait de paix sociale. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on dialogue, c'est pas parce qu'on s'exprime au niveau des désaccords, et ça, au niveau du mouvement pour une alternative non violente, on fait des formations sur la régulation non violente des conflits, c'est d'abord l'expression des conflits. Finalement, les conflits, c'est la démocratie. La démocratie, c'est l'art de gérer les conflits. Et là, on a laissé de côté les citoyens. On les a laissés de plus en plus de côté parce que les décisions, on leur a dit, c'est plus économique que politique, c'est plus au niveau des experts que au niveau de la démocratie, et quelque chose s'est vidé. Eh bien, la crise des gilets jaunes, des revendications autour du référendum d'initiative citoyenne et des éléments autour de ce qui nous attend sur la crise écologique avec le réchauffement climatique nous amène à être obligés d'inventer des outils, et le référendum d'initiative citoyenne, il en fait partie. Paul Matard. Oui, merci. Je voudrais d'abord opposer quelques objections à mon contradicteur de Sciences Po Grenoble. Je pense que, d'une manière générale, le lien qu'il fait entre l'existence effective, effectivement, d'une démocratie directe beaucoup plus développée en Suisse et la stabilité suisse est un peu vite fait. Il allait un peu vite en besogne, à mon avis. Moi, je vais être honnête avec vous. Je pense que si la Suisse est un pays stable, c'est parce que c'est avant tout un pays prospère. C'est un pays de liberté. C'est un pays où les habitants ne souffrent pas de ce que j'appellerais moi le matraquage fiscal. Et c'est un pays où finalement la situation est assez bonne de manière générale. Donc évidemment, ça incite à la prospérité et ça invite surtout à la stabilité du pays et à la pacification du pays. En France, malheureusement, comme vous le savez tous, on est dans une situation qui est bien différente. La crise des gilets jaunes a témoigné d'un réel ras-le-bol fiscal. Il y a l'insécurité qui existe. Effectivement, je vais vous rejoindre tout à fait sur ce que disait mon contradicteur tout à l'heure. Effectivement, il y a un problème de représentativité et il y a un problème parce qu'une partie de l'opinion n'est pas entendue aujourd'hui et n'est pas intégrée par les institutions politiques. Je vais vous prendre un exemple. C'est par exemple le sujet de l'immigration. Bon, quoi qu'on en pense sur ce sujet, tous les sondages montrent qu'aujourd'hui, les Français sont très majoritairement favorables à une plus grande régulation de l'immigration, etc. De fait,
cette volonté qui est présente depuis longtemps n'est pas entendue. Je vais prendre un autre exemple qui, moi, personnellement, m'avait choqué, combien même j'étais encore assez jeune, c'est la question du référendum de 2005 sur le projet de constitution pour l'Europe. Les Français avaient majoritairement voté contre, et il est vrai que le traité de Lisbonne a repris la grande majorité des éléments de ce traité pour les remettre, pour le faire passer par une manière détournée. Et moi, personnellement, comme beaucoup de Français, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que c'est quelque chose d'assez choquant. Cela étant dit, le RIC tel qu'il est proposé aujourd'hui pose de réelles limites concrètes au niveau de son application. Je vais vous prendre quelques exemples encore une fois. Par exemple en Suisse, parce que c'est vrai que les partisans de la démocratie directe mettent souvent en avant l'exemple de la Suisse, mais finalement on constate que la participation est assez faible. Ça ne répond pas réellement au problème de l'abstention. On observe une sorte de lassitude dans le vote, et on observe que c'est toujours finalement les mêmes personnes qui vont se déplacer voter. Pas toujours les mêmes, en tout cas, c'est toujours les personnes qui sont surreprésentées dans l'abstention qui s'abstiennent toujours là-bas, et ça n'a pas réellement permis d'apporter une réelle solution au problème de l'abstention. Et je voulais aussi répondre, maintenant que j'y reviens, sur la question du suffrage censitaire. Je vais vous dire une chose, je pense que mon correcteur ne sera pas d'accord, mais moi je pense que le suffrage censitaire était justifié à l'époque où il existait au XIXe siècle. Tout simplement parce que le niveau de démocratisation d'un pays dépend aussi du niveau d'éducation de la population. À une époque où l'alphabétisation était plus faible, où l'accès au savoir était moins développé, où l'éducation n'était pas aussi développée, il m'apparaissait naturel que les questions démocratiques et les débats soient réservés aux personnes qui étaient les plus compétentes et les plus éclairées pour pouvoir y répondre. Aujourd'hui, fort heureusement, l'éducation s'est améliorée, elle s'est massifiée, elle s'est démocratisée, et donc on a pu élargir l'accès au vote et aux institutions démocratiques. Et je pense que aujourd'hui, malheureusement, ce RIC, comme je l'ai déjà dit, il risquerait effectivement d'amener déjà une récurrence dans les élections qui entraînerait une lassitude du vote, d'entraîner une instabilité puisqu'on ferait et on déferait les lois très facilement, et exacerberait et hystériserait les débats sur des sujets pour lesquels l'information ne serait pas proprement diffusée. Oui, allez-y, je vous en prie. Je voulais juste finir, d'une manière générale, je voulais dire qu'en France, on a eu également des expériences de généralisation de la démocratie directe qui sont intéressantes. Je pense par exemple au référendum local qui a été instauré depuis une réforme constitutionnelle en 2003, mais on observe que malheureusement ça a fait flop. La participation est toujours très faible, on a quasiment jamais atteint le seuil des 50% de participation qui permet de donner une valeur légale au référendum. Moi, je suis pour ces référendums locaux, mais on montre qu'ils n'ont pas forcément démontré qu'il y avait un attrait particulier de la population pour la démocratie directe dans cette ampleur. Et je vais citer encore autre chose, et je vais terminer là-dessus. C'est également le droit de pétition qui s'est développé au niveau local et qui a démontré que la participation n'était pas énorme. Et enfin, je voudrais dire que par contre, moi, je suis favorable à des assouplissements pour répondre aux problèmes que j'ai cités avant, qui sont par exemple le développement du droit de la e-pétition qui a été mis en place par le Sénat en 2019 et qui, je trouve, est une bonne solution qui permet à des citoyens de saisir les sénateurs sur un projet de loi. Il y a également le référendum d'initiative partagée qui est embryonnaire évidemment, qui n'est pas du tout satisfaisant et que moi je considère qu'on pourrait l'assouplir pour permettre à moins de citoyens de pouvoir proposer un référendum. Introduit dans la Constitution en 2008. Hein. Oui, alors je parlais du référendum local qui a été introduit en 2003 et le référendum d'initiative partagée a été introduit en 2009 effectivement sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Moi je propose d'assouplir cette procédure effectivement, je pense que ça répondrait à un besoin et on a vu avec le cas de l'aéroport de Paris que ce dispositif pouvait être efficient s'il était mieux adapté aux réalités d'aujourd'hui. Alors je vais vous laisser répondre Raoul Magny-Berton, mais juste avant je vais compléter le propos. Parfois on entend dans les arguments des pro-RIC que le but du RIC aussi serait d'éviter que ne se constitue une caste de politiciens, une forme d'élitisme, de gens élus un peu à vie, d'aristocratie élective qui serait déconnectée des réalités sociales. Raoul Magny-Berton, quelles sont les failles de notre système de représentativité actuel ? Je peux répondre à cette dernière question. Après, par rapport aux interventions d'avant, il y a deux types de débats parce qu'avec Denis, je vous appelle par prénom, avec tout le respect, nous sommes globalement d'accord, mais il y aurait des choses à discuter. Bon, évidemment, par contre, l'intervention de Lucas, il y a quand même des choses à dire qui sont pas de l'ordre de la discussion, mais c'est de l'ordre de l'information. Parce que je pense qu'il faut beaucoup se renseigner. Le fait que qui dit le lien entre le RIC et la paix sociale et la prospérité, je habite en Besogne, c'est pas moi qui le dis. Je vous propose d'aller lire. Je travaille là-dessus, il y a des études dessus qui le démontrent.
La Suisse, par exemple, quand il a eu le RIC, n'était un pays ni riche, ni prospère, ni pacifique. C'était au 19e siècle. Elle l'est devenue. Quand on dit le RIC a besoin de gens instruits, eh ben, il faut juste aller chercher l'exemple de la Californie, qui a installé le RIC au 19e siècle avec 80% d'analphabètes qui votaient. Et qu'aujourd'hui, c'est un pays plus prospère que le nôtre. Donc, il faut faire attention à ça, parce que pratiquement tout ce que dit Lucas est faux. Donc, il faudrait l'analyser un par un. Paul Mattar. C'est monsieur Paul Mattar qui... Paul. Excusez-moi. Je vous en prie. Excusez-moi, c'est confus. J'ai un problème Je vous en prie. de mémoire sur les prénoms. Voilà, alors, votre question, mais donc, je vais pas prendre tous les points. Disons que je vais pouvoir répondre à votre question. Allez-y. Directement sur comment on en est arrivé là. Et effectivement, c'est un problème qui est inhérent à toutes les démocraties, comme elles ont été conçues, celles qu'on appelle représentatives, le système représentatif, parce que, vous voyez, le système représentatif se base sur un principe, la compétition entre les partis. Si on avait un seul parti, on serait même plus une démocratie. Donc l'idée, c'est avoir plusieurs partis qui se font compétition, et dans cette compétition, l'électeur tranche, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une réactivité, c'est-à-dire des gouvernants qui prennent en compte nos demandes. C'est ça la théorie qui est à la base du fonctionnement de nos systèmes. Or, le problème, c'est que la compétition entre les partis est particulièrement difficile, y compris particulièrement dans nos systèmes. Imaginez que vous dites, notre système économique se base sur la compétition, la concurrence entre multinationales, et puis vous leur dites, donc on vous met dans une petite chambre, faites-vous concurrence. Évidemment, personne n'y croirait, n'est-ce pas? Parce qu'ils peuvent se mettre d'accord. C'est exactement ce qui se passe en politique. Les partis, dès qu'ils ont un petit soutien, ils siègent dans la même chambre, en fait, au Parlement. Et la plupart du temps, c'est pas public. Donc, ce qui se passe, c'est que, logiquement, mais c'est pas quelque chose de particulièrement méchant, c'est quelque chose d'humain, ils vont se mettre d'accord pour se protéger, eux, comme parlementaires, et non pas eux comme faction particulière, républicains, socialistes, etc. Et cela, ça s'est traduit avec, par exemple, des lois sur le financement électoral qui ferment la porte aux nouveaux mouvements qui rentrent, qui assurent un maximum en continuité, même si d'autres mouvements, parfois, il arrive de rentrer comme En Marche, mais il faut des moyens particulièrement importants. Et il y a une série de décisions qui ont été prises, comme l'inversion du calendrier électoral, par exemple, qui produisent un effet de concentration des pouvoirs et un effet de coopération entre les différents partis qui s'appelle, dans le jargon, du parti cartel. Ça, c'est quelque chose qui arrive partout, et c'est pour ça que partout, la réputation des partis est en chute libre. Et aussi, partout, le nombre de militants baisse très fortement. Pourquoi? Parce que quand on a trouvé des financements de l'État, on n'a plus besoin de nos militants. C'est essentiellement des emmerdeurs. Donc, les partis deviennent des petites boîtes qui arrivent à s'en sortir. Vous rejoignez un peu la pensée de Simone Veil, par exemple, qui pensait qu'il faut peut-être abolir les partis ou aller un peu plus loin. Non, mais je pense qu'il ne faut pas arriver à ça. Simone Veil, la philosophe. Vous voyez, abolir les partis, en quelque sorte, ça n'a aucun sens, parce qu'on peut les appeler différemment. Mais à la base, le droit d'association est sacré et les gens peuvent s'unir pour défendre une cause, c'est très bien. Il faut juste qu'il y ait un contrôle de ces partis de la part de la population qui, elle, se mobilise pas. De la majorité silencieuse. Il faut toujours que la majorité silencieuse puisse rappeler à l'ordre, puisse corriger ce que les partis font, et sous son contrôle, les partis deviennent des groupes qui ont une incitation beaucoup plus grande à se faire concurrence et à produire des meilleurs projets. Donc, en fait, c'est pour ça que le RIC ne produit plus cette cassure dont on parle. Au demeurant, entre parenthèses, si on reprend une objection sur les référendums en Suisse, où effectivement le taux de participation n'est pas énorme, hein, et il est
disons un peu au-dessous de 50% en moyenne, il faut voir qu'eux, ils votent, mais plusieurs fois par an. Et chaque Suisse vote beaucoup plus que chaque Français, même s'il s'abstient dans la moitié des référendums. Et ce qui est intéressant dans les référendums, c'est que contrairement aux élections, c'est pas toujours les mêmes qui s'abstiennent. Parce que les référendums portent sur des sujets différents. Quand on a des enfants et il y a un référendum sur les crèches, on est plus intéressé. Mais du coup, après, quand il y en a un sur le sport et on n'est pas sportif, on l'est plus. Donc, il se crée ces systèmes dans lesquels le nombre de gens d'abstentionnistes chroniques est beaucoup plus bas, en fait. Et ça tourne un peu selon les intérêts de chacun. Ce qui est un effet assez sympa, parce que ça veut dire que ceux qui sont concernés par une décision participent. Alors, évidemment, il y a des choses à faire pour s'approcher de cet idéal, même en démocratie directe. Mais la démocratie directe produit ça beaucoup mieux que nos systèmes et produit ce lien systématique entre les citoyens et les élus, tout simplement parce que les citoyens sont au-dessus de les élus. Est-ce que et donc, ils peuvent les corriger. Est-ce que le système démocratique qu'on a pousse à la corruption quelque part? Mais, vous savez, il pousse à plein de choses qui sont moins grave que la corruption, mais la corruption aussi. Notre système, c'est un système dans lequel les pouvoirs ont été extrêmement concentrés. On a un président qui gouverne. Au départ, dans la Ve République, le président était un arbitre, un garant des institutions. Là, on a un président qui se substitue au Premier ministre et qui utilise le Premier ministre comme un adjoint, et aussi qui, du fait de l'inversion du calendrier, donc il est élu juste avant, il obtient des majorités hallucinantes au Parlement avec très peu de voix. Hein? C'est une tendance assez linéaire, mais nous sommes arrivés, je ne sais pas si vous avez fait le compte, mais avec environ 13% de l'électorat, En Marche a réussi à prendre 60% des sièges. Donc, il y a un rapport de 1 à 4, c'est énorme, ça n'existe pas en Europe ailleurs. Donc, ça veut dire c'est un pouvoir extrêmement concentré dans les mains d'une minorité. C'est-à-dire, au moment où ils commencent à gouverner, il y a plein de gens qui savent déjà qu'ils sont plus nombreux et qui peuvent protester. Donc, il y a déjà des gens pas contents dès le départ. Donc, on a cette situation-là qui est vraiment, une poudrière, en fait, parce que on concentre le pouvoir dans peu de mains, et du coup, évidemment, quand le pouvoir est dans peu de mains, les tentations sont fortes pour l'obtenir. On est prêt à payer, à corrompre. Vous savez, le pouvoir, si c'est 1 ou 0, si on l'a ou on l'a pas, on est prêt à tout pour l'avoir. S'il est distribué dans la population, et c'est ça la tradition libérale de la division des pouvoirs, c'est l'idée de distribuer le pouvoir de façon à que les gens sont moins motivés à corrompre et à faire des actions de type produire des dettes publiques invisibles, produire du clientélisme qui sont moins punis. C'est moins grave que la corruption, mais c'est quelque chose qui est usuel dans les sociétés où le pouvoir est concentré. Donc, on a vraiment besoin de le diluer, en fait, ce pouvoir. Denis Crolotte, sur ces questions de concentration du pouvoir. Oui, je disais qu'on vivait vraiment un souci au niveau de la citoyenneté. Je suis archi d'accord sur la question de la concentration du pouvoir. Et en plus, l'impression qu'ont les citoyens que le vrai pouvoir, il est économique. Parce qu'on n'arrête pas de leur parler d'économie, alors qu'on oublie de parler de politique, c'est-à-dire de ce qui fait lien entre les citoyens. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quand votre invité des Républicains parle de matraquage fiscal, moi, je mets au niveau du référendum d'initiative citoyenne la question de la justice fiscale, ce qui est complètement différent. Quand on voit en particulier avec le rapport d'Oxfam qui fait vraiment de l'expertise citoyenne comment les plus riches se sont enrichis pendant la pandémie, et en particulier les milliardaires français, et au niveau mondial aussi, je dis oui à un référendum d'initiative citoyenne sur des questions fiscales, c'est-à-dire qu'on arrête de parler de matraquage fiscal et on parle de justice sociale et on parle de justice fiscale. Bon, ça c'est la première chose, par exemple, qu'il faudrait qu'on pense. C'est-à-dire que les questions soi-disant techniques sont des questions politiques. Politique au sens
social, revient politique comme disait au Aristote, sens quoi. où ils appartiennent à la ville, la police, les affaires de la cité. Et donc, la politique, au sens noble, doit être remise en place par des outils. J'ai toujours dit, le référendum d'initiative citoyenne, c'est un des outils. Moi, je suis pour une multiplication pensée des conventions citoyennes parce que j'ai étudié d'une manière très claire comment a fonctionné la Convention citoyenne pour le climat dans sa mise en place, dans sa mise en œuvre et jusqu'aux propositions qui étaient faites. C'était un exercice démocratique nouveau, extrêmement propositions intéressant. qui n'ont pas été vraiment retenues au final. Et le problème, et c'est là où le bas blesse, le problème, c'est que les propositions de la Convention citoyenne pour le climat n'ont pas été validées au niveau politique. Là, l'échelon, il manque. Il aurait fallu un référendum. Et c'est là. Donc, proposer, initier, valider. Bah oui, c'est ça. Proposer, initier, valider. Forcément. Donc, l'échelon politique, là, pose un problème parce que ça bloque. Et je suis très intéressé, et c'est bien qu'on débatte à 3 et non pas à 2, sur la défense du suffrage censitaire au 19e siècle par votre invité des Républicains. Non, Monsieur Paul Mattard. Pour moi, c'est une assertion profondément scandaleuse. Profondément scandaleuse. C'est comme si on avait peur du peuple, quoi. Enfin, le peuple, il est en capacité de se gérer, mais pas à travers les populismes qui sont liés à l'extrême droite et qui utilisent, j'allais dire, la méfiance. Faudrait-il bien définir le mot populisme, parce que c'est comme wokisme, on met un peu voilà, on met tout et n'importe quoi dessus quand on n'est pas d'accord avec la personne. Donc pour moi, le populiste, c'est celui qui veut utiliser le peuple sans lui donner le pouvoir, quoi. Hein, c'est une définition, au moins, cadrée. Au moins, elle est claire. Voilà. Et donc le référendum d'initiative citoyenne, pour finir là-dessus, et sur toutes les questions de concentration du pouvoir, sur toutes les questions de contrôle citoyen des élus, sur toutes les questions autour des soupçons de magouille qu'il peut y avoir au niveau des décisions, nous avons à réinventer, à réenchanter notre démocratie, sinon on va la perdre parce qu'il y a une tentation autoritaire qui est en train de monter. Il y a des gens politiquement qui disent finalement la Chine c'est pas si mal que ça, alors que la Chine est une dictature qui fait du soft power avec les JO. Voilà. Et donc on a un vrai enjeu sur ces questions-là. Question de réinvention de la démocratie. Est-ce qu'elle est centrale pour vous, Paul Mattard, ou est-ce qu'au final, on peut s'accorder avec la démocratie qu'on a aujourd'hui, juste en la rafistolant quelque part? Oui, alors moi, vous savez, je ne crois pas au Big Bang, je ne crois pas au Grand Soir. Alors il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, je vais essayer de répondre un peu une par une et de répondre à votre question ensuite. Bon, d'abord, juste pour finir sur la Suisse, je pense que c'est pas très intéressant de persévérer là-dedans, mais juste pour dire à mon contradicteur que je pense que si en France on avait le niveau de croissance suisse, si on avait le taux de chômage suisse, si les Français bénéficier du pouvoir d'achat dont bénéficient les Suisses, je pense pas. Je pense. Excusez-moi, je voudrais juste finir. Je pense pas que la France serait aussi instable qu'elle est aujourd'hui. Je vous rappelle que le mouvement des Gilets jaunes, pour lequel j'avais de la sympathie dès le départ, il se fonde avant tout sur un ras-le-bol fiscal. Donc je pense avant tout que moi, enfin, si vous voulez, en plus ensuite vous me citez et sûrement à juste titre des exemples où le RIC fonctionne bien, par exemple en Californie. Bon voilà, je dis pas forcément que ce sera un cataclysme. En revanche, enfin, vous êtes chercheur, vous connaissez mieux que moi la différence qu'il y a entre corrélation et causalité. Je peux aussi vous citer beaucoup de pays dans lesquels le RIC n'existe pas et qui sont pourtant extrêmement stables et qui fonctionnent bien. Bon voilà, juste pour vous dire, je continue à dire que je trouve que les liens que vous faites sont un peu rapides. Bon, cela étant dit, ce que je voulais dire, c'est que vous avez cité, et sûrement à juste titre, parce que sur certains constats je vous rejoins, les nombreux travers qu'on peut trouver dans notre système actuel, à savoir les jeux des partis, l'insuffisante implication des citoyens. Mais vous savez, on pourrait aussi rétorquer beaucoup de travers que pourrait induire le RIC. Je pense notamment justement, j'allais y venir. Ouais. Quelles sont les failles, quelles sont les limites du RIC pour vous?
au-delà donc des premiers arguments que j'ai avancés sur le problème de l'information, sur le risque d'hystérisation des débats et sur le risque d'un recours trop régulier au vote qui entraînerait une lassitude du vote, comme on l'a constaté en Suisse par exemple, j'allais dire, il y a le risque aussi du clientélisme. Enfin, vous n'êtes pas sans savoir les nombreux scandales qui éclatent régulièrement au niveau local sur les pratiques clientélistes de certains maires. Donc, effectivement, oui, chaque système a ses failles. Scandale comme pour Monsieur Dassault, par exemple. Par exemple, oui, je vais pas me prononcer sur l'affaire que je connais mal, mais on peut en citer beaucoup. Et ça, ce genre de scandale éclate de tous les côtés politiques. L'affaire Dassault, on la connaît bien. Moi, je la connais trop mal pour m'avancer là. Non, je vais pas dire de bêtises. Et donc chaque système a ses failles. Et vous savez, je crois que le régime politique répond aussi à l'identité d'un peuple. Et je pense que en France, l'organisation qu'on a aujourd'hui, si elle est perfectible, et d'ailleurs moi je voudrais la perfectionner par les exemples que j'ai cités, je pense donc en assouplissant la procédure du référendum d'initiative partagée, en développant le droit de pétition avec les assemblées, je pense que le RIC nous conduirait dans les travers que j'ai cités. Et alors, s'agissant de la question de la fiscalité, je pense que c'est pas le sujet de l'émission. On pourrait se perdre longtemps sur cette question, sur ce sujet. Absolument. Et donc vous parlez de réinventer la démocratie. Moi, je pense que sans vouloir faire le Big Bang de la démocratie, j'aurais pas cette prétention. Je pense par contre effectivement qu'il y a des sujets sur lesquels il y a un décalage profond entre l'opinion, entre les aspirations populaires et les institutions. Et je vais revenir là-dessus. Et c'est pour ça que, par exemple, à l'image de beaucoup de candidats de droite, je suis favorable, par exemple, moi, à ce qu'on organise un référendum sur l'immigration, un référendum sur l'Europe, un référendum sur éventuellement la fiscalité. La peine de mort, c'est un sujet aussi qui revient dans les rangs de la droite. Alors moi, personnellement, je suis pas favorable à la peine de mort, mais vous voyez, par exemple, la peine de mort, moi, c'est un des sujets pour lesquels j'aurais peur qu'un RIC soit organisé. Mais à vrai dire, si en réalité, je pense qu'il y aurait moyen de faire bouger les lignes en votant bien également aux élections présidentielles et législatives. Monsieur, par exemple, est très impliqué dans l'écologie. S'il arrive à faire élire au pouvoir un mouvement ou un parti qui répondra à ses aspirations, ce mouvement, une fois au pouvoir, convoquera un référendum sur ces questions. Si je l'espère, ma famille politique arrive un jour au pouvoir, nous arriverons à faire ces référendums sur ces questions. Raoul Magny-Berton? On va pas. Je veux dire, je pense que les propos. Il faudrait. Il y a un péché mignon à Sciences Po. J'y suis aussi à Sciences Po Grenoble, et donc on est exposé. C'est le tendance aux Sciences Pipo, c'est-à-dire dire des trucs sans s'appuyer sur rien. Donc j'aimerais bien un petit peu de sources, comme quoi. Dans quel pays où il y a le RIC au niveau constitutionnel, attention, parce que le RIC le plus important, il y a de la corruption. Ça, moi, je peux vous fournir plein d'informations sur le niveau de corruption moindre qu'il y a dans ces pays. L'Uruguay, c'est le moins corrompu d'Amérique latine, la Suisse, la moins corrompue d'Europe, puis l'Oregon, le moins corrompu des États-Unis. Bon, à un moment, ils auront tous le RIC. Donc, mais je disais pas. Excusez-moi. Alors, il parlait de la corrélation et de la causalité. Je disais pas que RIC implique nécessairement corruption, et je disais pas que. Enfin, c'est pas ce que je voulais avancer. Non, mais voilà. Je suis désolé si vous l'avez mal compris comme ça. Si vous suggérez qu'il y a un doute, il n'y a pas de doute là-dessus. Et encore une fois, corrélation et causalité. La question est. Je vous envoie, il y a des méthodes pour minimiser ce problème. Il y a des méthodes, par exemple, on analyse avant et après la mise en place d'un RIC. Comment ça s'est fait? Est-ce qu'il a changé quelque chose? Là, c'est intéressant parce que comme vous analysez avant et après, si vous voyez des choses changer, là, c'est quelque chose de différent. Ou alors, vous pouvez utiliser 50 pays et faire une corrélation, effectivement. Donc, il y a beaucoup de méthodes pour essayer de capter est-ce que le RIC est vraiment... on retrouve les mêmes effets, quel que soit le type d'analyse qu'on porte. Et c'est pas des trucs à l'emporte-pièce. Je veux dire, on devrait les apprendre à Sciences Po. Normalement, on les a... C'est quelque chose que c'est bien d'avoir un cours là-dessus, quoi. Ne serait-ce que pour avoir des bons arguments à opposer au RIC. Ça me dérange pas que Monsieur Paul soit un petit peu élitiste. Il en faut, il n'y a pas de souci. Mais il faut par contre réussir à fonder ses arguments sur quelque chose de concret et pas sur des imaginaires totalement en parlant des maires locaux français pour parler des dérives du RIC. Ça c'est juste, il n'y a pas de RIC, donc il faut plutôt aller parler des maires des villes californiennes, uruguayennes.
Alors, ou juste allemande. une minute pour terminer. Malheureusement, il me reste une minute, donc je pourrais pas vous répondre. Vraiment si une les minute, attaques sont intéressantes. Bon, en tout cas, je voulais juste vous dire que j'étais pas en train d'expliquer que le RIC suppose nécessairement corruption et instabilité. Je disais juste que votre lien entre RIC et stabilité et prospérité, il se fait un peu rapidement, et que moi j'aurais pu citer beaucoup de pays. Excusez-moi, j'ai qu'une minute. Laissez-moi finir. Je vais laisser parler. Un peu moins. Il reste 30 secondes. Je veux dire, moi, je peux vous citer beaucoup de pays dans lesquels il n'y a pas le RIC et dans lesquels la démocratie fonctionne bien. Voilà. Malheureusement, je suis obligé de m'arrêter, mais j'aurais aimé répondre à vos attaques, malheureusement. Très rapidement, Denis Crollot, très rapidement. Le mouvement des Gilets jaunes, sans les Gilets jaunes, on ne parlerait pas du RIC à cette heure-ci. Le référendum d'initiative citoyenne, il est lié à une revendication par rapport à une recherche de solutions sur un mal-être. Et donc, tous les gens qui sont engagés politiquement doivent penser à trouver des solutions sur le mal-être auquel notre démocratie est confrontée. Raoul Magny-Berton, dernier mot, vraiment très rapidement, s'il vous plaît. Non, mais le dernier mot, c'est vrai que le RIC, c'est une revendication qui est très populaire. Et c'est vrai que les Gilets jaunes l'ont porté, mais il faut aussi voir qu'il y a des sondages, à l'époque, qui s'appelaient Référendum d'initiative populaire depuis 2011, et que tous les sondages indiquent un soutien entre 71 et 83% des Français, ce qui n'est pas exceptionnel parce que ailleurs, en Europe, c'est du même niveau. Donc, on a un soutien qui est très fort, mais comme c'est une mesure institutionnelle, c'est pas un soutien très actif. Il y a d'autres problèmes, on va dire, mais en tout cas, c'est un soutien massif. Alors, avec les Gilets jaunes, c'est devenu actif. Il y a cette demande. Les gens disent, on veut de nouveaux droits. Ce qu'on observe, c'est effectivement que, au pire, mettons que, au pire, la corrélation vaut pas la causalité. Au pire, les systèmes qui ont le RIC marchent aussi bien que ceux qui l'ont pas. Alors, et ça sera le mot de la fin. Raoul Magny-Berton, je suis désolé de devoir vous interrompre. La conclusion est évidente. Ouais. Alors, en tout cas, pour ceux qui veulent se renseigner, je rappelle que votre livre, RIC, le référendum d'initiative citoyenne expliqué à tous, coécrit avec Clara Heger, est disponible depuis avril 2019. Et donc, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci Denis Crollot. Merci à vous Paul Mattard. Et quant à vous, chers auditeurs, on se revoit la semaine prochaine. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org